All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. La greffière d'audience pourrait-elle appeler l'affaire, s'il vous plaît? La greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Situation en République islamique d'Afghanistan. Référence de l'affaire ICC 0217. Le président, merci beaucoup. Mon nom est Piotr Hovmansky. Je suis le juge-président en l'appel le procureur contre la décision de la Chambre préliminaire 2 du 12 avril 2019 relative à l'autorisation d'ouvrir une enquête en situation de la République islamique d'Afghanistan. Les autres juges de cette chambre d'appel sont le juge Howard Morrison, la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, le juge Solomi Balunji Bossa et la juge Kimberly Prost. Je voudrais maintenant prier les parties et les participantes de bien vouloir se présenter pour le compte-rendu en commençant par le bureau du procureur à l'origine de l'appel que nous tranchons aujourd'hui. Monsieur Guarilla, bonjour. Je suis Fabricio Guarilla, directeur de la division des poursuites. Hélène Brady, premier substitut du procureur, Matthew Cross, conseil en appel, et Monsieur Manoj Saideva, juriste. Le président, merci beaucoup. Les représentants de la République de l'Afghanistan, son Excellence Mohamed Homayoun Azizi, ambassadeur. Je suis moi-même Rodney Dixon, conseil du gouvernement. Et je suis assistée par Maître Sangha Siddiqui et Aïdan Elias. Le président, les représentants légaux des victimes, victimes groupe numéro 1 et victimes groupe numéro 2. Maître Kiswanson, je m'appelle Nada Kiswanson Van Hooijdonk et je représente 82 victimes afghanes pour le groupe de victimes numéro 1. Le président, merci. Maître Gallagher, bonjour. Catherine Gallagher pour le Centre pour les droits constitutionnels de New York. Je représente Sharkawi Al-Jaj et Gouled Hassan Duran qui sont victimes et qui sont restés en détention à Guantanamo sans être inculpés. Au nom des représentants légaux, je dirais que messieurs Robani Al-Nashiri et deux autres présentent leurs excuses et leurs regrets de ne pouvoir être présents en salle d'audience aujourd'hui. Le président, bonjour, merci. Les représentants légaux des victimes, le BCPV, mon nom est Paolina Massida. Je suis accompagnée aujourd'hui par Sarah Pellet, conseil, et Madame Anna Bonini, juriste. Le président, merci beaucoup. Le BCPD. Je suis accompagné aujourd'hui par Madame Marie O'Leary, conseil, Monsieur Michael Hers, conseil adjoint, et je suis moi-même Xavier Jean Keita, conseil principal. Je vous remercie. Merci. Le président, merci, Maître Keita. Merci beaucoup. Je vais maintenant faire un résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel relatif à l'appel du procureur. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt lui-même, qui seul fait foi, s'agissant de la décision de la Chambre et de ses arguments. L'arrêt lui-même sera disponible à la fin de cette audience. En guise d'introduction et d'historique de la procédure, la Chambre d'appel note que,
En application de l'article 15 du statut, le procureur peut ouvrir une enquête proprio motu sans avoir été saisi par un État partie du statut de Rome ou par le Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois, dans un tel cas, l'enquête doit avoir été autorisée au préalable par une chambre préliminaire. Le 20 novembre 2017, le procureur a déposé une requête afin d'être autorisé à ouvrir une enquête au sujet des crimes qui auraient été commis en République islamique d'Afghanistan, que j'appellerai par la suite l'Afghanistan, à partir du 1er mai 2003, ainsi qu'au sujet des crimes connexes qui auraient été commis dans d'autres États parties à partir du 1er juillet 2002. La requête portait sur des crimes qui auraient été commis par, premièrement, les talibans et groupes affiliés pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, les forces de sécurité nationale afghanes pour des crimes de guerre et les forces armées des États-Unis d'Amérique et son agent central de renseignement, la CIA, pour crimes de guerre. Le 12 avril 2019, la Chambre préliminaire 2 a rejeté la requête du procureur et décidé de ne pas autoriser une enquête au sujet de la situation en Afghanistan, arguant qu'une telle enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. La Chambre préliminaire a conclu, et je cite, que nonobstant le fait que tous les critères pertinents étaient réunis, s'agissant de la compétence et de la recevabilité, une enquête sur la situation en Afghanistan ne servirait pas les intérêts de la justice. Fin de citation. En appel, le procureur soulève 2 moyens, à savoir que la Chambre préliminaire a commis une erreur en droit en cherchant à affirmer que l'ouverture d'une enquête sur la situation en Afghanistan était dans les intérêts de la justice, premier moyen d'appel, et deuxièmement, ou subsidiairement, que la Chambre préliminaire avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en faisant une évaluation des intérêts de la justice, second moyen d'appel. La Chambre d'appel a examiné non seulement toutes les écritures du procureur, des victimes et des autres participants, mais elle a également tenu une audience d'une durée de 3 jours pour entendre des arguments oraux. Au cours de cette audience, la Chambre a rendu une décision orale dans laquelle elle a rejeté les appels interjetés par les représentants légaux des victimes, celles-ci n'ayant pas qualité pour interjeter appel, la juge Ibanez Carranza ayant une opinion dissidente. Les représentants légaux ont néanmoins été autorisés à participer et faire des observations lors de l'audience en tant que participants. L'argumentation complète sous-tendant la décision de la Chambre d'appel a été déposée séparément aujourd'hui, ainsi que les arguments de la juge Ibanez Carranza pour étayer son désaccord. S'agissant du fond de l'appel, la Chambre d'appel rappelle qu'au titre du premier moyen, le procureur soutient que la Chambre préliminaire a commis une erreur en droit lorsqu'elle a voulu, en application de l'article 15, paragraphe 4 et article 53, paragraphe 1c, déterminer si l'ouverture d'une enquête servirait les intérêts de la justice en considérant la gravité du comportement allégué, les intérêts potentiels des victimes et la probabilité qu'une enquête soit faisable et justifiée dans les circonstances de l'espèce. Le procureur fait valoir qu'en l'absence de tout motif de douter de la conclusion du procureur selon laquelle il n'existait pas de raison substantielle de croire qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice, la Chambre préliminaire aurait dû accepter l'évaluation que le procureur avait effectuée au titre de l'article 53, paragraphe 1c du statut et autoriser l'enquête. La Chambre d'appel note que les arguments du procureur étayant le premier moyen d'appel se fondent sur l'hypothèse que une décision de
d'une chambre préliminaire en application de l'article 15, paragraphe 4 du statut devrait prendre en compte le facteur intérêt de la justice, article 53, paragraphe 1c du statut, mais que la manière dont la chambre préliminaire a examiné ce facteur en l'espèce était erronée. En revanche, les victimes et certains amici courriers arguent que la chambre préliminaire n'aurait en aucun cas dû examiner les intérêts de la justice. Par conséquent, la première question à trancher pour la Chambre est la question de savoir si le facteur intérêt de la justice, article 53, paragraphe 1c du statut, devait être examiné pour déterminer s'il existait une base raisonnable d'ouvrir une enquête en vertu de l'article 15, paragraphe 4 du statut. La Chambre d'appel note que dans les 5 décisions rendues par des chambres préliminaires à ce jour pour autoriser l'ouverture d'enquête, article 15, paragraphe 4 du statut, celles-ci ont pris en compte tous les facteurs visés à l'article 53, paragraphe 1 du statut, y compris, dans une certaine mesure, l'évaluation faite par le procureur des intérêts de la justice, article 53, paragraphe 1c du statut. En l'espèce, et dans la même veine, la Chambre préliminaire a conclu, et je cite, qu'elle devait examiner la question de savoir si, exclusivement sur la base des informations rendues disponibles par le procureur, les conditions visées à l'article 53, paragraphe 1a à c étaient réunies. Fin de citation. Pour des raisons développées plus avant dans l'arrêt lui-même, la Chambre d'appel conclut que la Chambre préliminaire a commis une erreur dans son interprétation de l'article 15, paragraphe 4 du statut, lorsqu'elle a considéré qu'elle devait évaluer les facteurs visés à l'article 53, paragraphe 1 du statut. Le point de départ de l'analyse faite par la Chambre d'appel est la considération des fonctions remplies par les articles 15 et 53 du statut et du rapport entre ces deux articles. Lors de la rédaction du statut de Rome, ces dispositions ont fait l'objet de longs débats et le texte final reflète un équilibre délicat entre le pouvoir discrétionnaire du procureur d'un côté d'ouvrir une enquête et la question de savoir dans quelle mesure un réexamen judiciaire de ces pouvoirs serait autorisé. Dès l'abord, la Chambre d'appel note que l'article 13 du statut fixe 3 circonstances dans lesquelles la Cour peut exercer sa compétence eu égard à un crime relevant de l'article 5. Dans le cas où un État ou le Conseil de sécurité renvoie une situation à la Cour, article 53, paragraphe 1 du statut, fait en principe obligation au procureur d'ouvrir une enquête en stipulant que le procureur ouvre une enquête à moins qu'il ou elle ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre. L'article 53, paragraphe 1 du statut reflète ainsi l'attente que le procureur ouvrira bien une enquête dans les situations faisant l'objet d'un renvoi, tout en autorisant le procureur à ne pas enquêter dans les circonstances limitées qui sont visées à l'article 53, paragraphe 1a à c du statut. Une décision de ne pas ouvrir d'enquête au titre de l'article 53, paragraphe 1 du statut, doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire en application de l'article 53, paragraphe 3 du statut. En revanche, l'article 15 du statut stipule la procédure permettant au procureur d'ouvrir une enquête proprio motu, c'est-à-dire de sa propre initiative, lorsqu'une situation ne lui a pas été renvoyée. L'article 15 reconnaît la nature discrétionnaire de ce pouvoir, prévoyant que, dans ce contexte,
c'est au procureur de déterminer s'il y a une base raisonnable d'ouvrir une enquête proprio motu. Si le procureur conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable d'ouvrir une enquête, l'article 15, paragraphe 6 du statut prévoit qu'elles doivent informer de sa conclusion ceux qui lui ont fourni les renseignements. Le cadre juridique ne prévoit cependant pas de réexamen judiciaire de la conclusion du procureur. Selon la Chambre d'appel, ceci va dans le droit fil de la nature discrétionnaire accordée au procureur au titre de l'article 15 du statut. En effet, il serait contraire à ce principe même de suggérer qu'un devoir d'enquête puisse être imposé par la chambre préliminaire en l'absence d'une requête aux fins d'ouvrir une enquête de la part du procureur. Par conséquent, selon la procédure visée à l'article 15 du statut, le rôle de la chambre préliminaire au sujet de l'exercice fait par le procureur de son pouvoir discrétionnaire n'existe que si le procureur décide qu'il y a une base suffisante pour ouvrir une enquête proprio motu. La Chambre d'appel considère que le contenu et la place des articles 15 et 53, paragraphe 1 du statut, indiquent clairement qu'il s'agit là de dispositions séparées relatives à l'ouverture d'une enquête par le procureur dans deux contextes bien distincts. L'article 15 du statut régit l'ouverture d'une enquête proprio motu, alors que l'article 53, paragraphe 1, concerne des situations qui sont renvoyées au procureur par un État partie ou par le Conseil de sécurité. S'agissant de l'autorisation d'ouvrir une enquête proprio motu, la Chambre d'appel note que l'article 15, paragraphe 4 du statut ne demande à une chambre préliminaire à ce stade précoce de la procédure de n'examiner que la question de savoir s'il existe une base factuelle raisonnable pour ouvrir une enquête, c'est-à-dire la question de savoir si des crimes ont été commis et si l'affaire ou les affaires qui pourraient découler d'une telle enquête semblent relever de la compétence de la Cour. À cet égard, la Chambre d'appel conclut que si la règle 48 du règlement demande au procureur de prendre en compte tous les facteurs visés à l'article 53, paragraphe 1 du statut, y compris les intérêts de la justice, en même temps, pour déterminer s'il convient de demander l'autorisation d'ouvrir une enquête, article 15, paragraphe 3, il n'y a pas de règle équivalente pour imposer ces conditions lorsqu'une chambre préliminaire doit prendre une décision au titre de l'article 15, paragraphe 4 du statut. Le facteur intérêt de la justice, visé à l'article 53, paragraphe 1 du statut, fait partie des éléments à prendre en considération aux fins de l'article 15, paragraphe 3 du statut. Par contre, il n'est pas pris en compte dans la décision prise par la Chambre préliminaire en application de l'article 15, paragraphe 4 du statut. En revanche, la Chambre préliminaire doit tirer ses propres conclusions au titre de l'article 15, paragraphe 4 du statut sur la question de savoir s'il existe une base raisonnable ou d'ouvrir une enquête. La Chambre ne doit pas revenir sur l'analyse faite par le procureur des facteurs visés à l'article 53, paragraphe 1A à C du statut. En conséquence, la Chambre d'appel conclut que la Chambre préliminaire a commis une erreur en décidant qu'une enquête au sujet de la situation en Afghanistan à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice. Elle estime que la Chambre préliminaire, dans sa décision prise en vertu de l'article 15, paragraphe 4 du statut, n'aurait dû examiner que la question de savoir s'il existait une base factuelle raisonnable pour le procureur d'ouvrir une enquête, c'est-à-dire est-ce que des crimes avaient été commis et est-ce que là où les affaires qui pourraient découler de cette enquête pourraient relever de la compétence de la Cour. S'agissant du deuxième moyen d'appel du procureur, le procureur fait valoir que, en déterminant que l'ouverture d'une enquête dans la situation en Afghanistan n'était pas dans les intérêts de la justice, la Chambre préliminaire a abusé de son pouvoir discrétionnaire
en omettant de solliciter de plus amples renseignements de la part du procureur, en interprétant de manière erronée les facteurs à prendre en considération dans sa décision, en prenant en compte des facteurs qu'elle n'aurait pas dû prendre en considération et en omettant de tenir un compte suffisant d'autres facteurs pertinents. Ayant conclu, s'agissant du premier moyen d'appel, que la Chambre préliminaire avait commis une erreur en prenant en compte les intérêts de la justice pour déterminer s'il convenait d'ouvrir une enquête, la Chambre d'appel ne voit pas la nécessité de trancher sur le deuxième moyen d'appel. Néanmoins, l'interprétation donnée au terme « les intérêts de la justice », article 53, paragraphe 1c du statut par la Chambre préliminaire, a fait l'objet d'écritures abondantes devant la Chambre d'appel et a provoqué de nombreux commentaires de la part de la communauté académique et de la société civile. Le concept d'intérêt de la justice est important pour le statut, notamment parce que le procureur a l'obligation de le prendre en considération dans son évaluation faite au titre des articles 15, paragraphe 3 et 53, paragraphe 1 du statut. Pour cette raison, la Chambre d'appel estime qu'il est approprié pour elle de faire quelques observations au sujet de la manière dont la Chambre d'appel a abordé ce concept. Premièrement, la Chambre d'appel souligne le fait que l'article 53, paragraphe 1 du statut est libellé de façon négative. Le procureur doit déterminer s'il existe des raisons de croire qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice et que le procureur n'est pas tenu de conclure qu'une enquête serait dans l'intérêt de la justice, comme l'a affirmé la Chambre préliminaire. Deuxièmement, la Chambre d'appel note que la Chambre préliminaire, dans son raisonnement à l'appui ou par lequel elle est parvenue à la conclusion relative aux intérêts de la justice, était rapide, spéculatif et qu'il n'a pas fait référence à des informations susceptibles de l'étayer. Troisièmement, rien n'indique que la Chambre préliminaire a tenu compte de la gravité des crimes et des intérêts des victimes tels qu'exprimés par les victimes elles-mêmes dans l'examen auquel elle a procédé. Dans les circonstances de l'avis de la Chambre d'appel, la Chambre préliminaire n'a pas correctement évalué les intérêts de la justice. Ayant conclu que la Chambre préliminaire a commis une erreur lorsqu'elle a procédé à un examen des intérêts de la justice, sur lequel elle s'est fondée dans sa décision de ne pas autoriser l'enquête, la Chambre d'appel conclut que cette erreur a sérieusement entaché la décision de la Chambre préliminaire. La règle 158, paragraphe 1 du règlement, enjoint à la Chambre d'appel de confirmer, d'infirmer ou de modifier la décision contestée au titre de l'article 82, paragraphe 1d du statut. En examinant la question de savoir si la Chambre d'appel devrait infirmer la décision contestée et renvoyer la question devant la Chambre préliminaire, la Chambre d'appel note que dans la décision contestée, la Chambre préliminaire a conclu qu'il existe une base raisonnable de croire que les incidents sous-tendant la requête se sont bel et bien produits. La Chambre préliminaire a également conclu que tous les critères requis sont satisfaits s'agissant de la compétence. En conséquence, sur la base de la requête de la procureure, la Chambre préliminaire a procédé à toutes les constatations de faits requises par l'article 15, paragraphe 4 du statut, à savoir qu'il existe une base factuelle raisonnable de diligenter une enquête afin de déterminer si des crimes ont été commis et que des affaires potentielles pourraient découler de telles pouvant découler de telles enquêtes pourraient relever de la compétence de la Cour. Ces aspects de la décision de la Chambre préliminaire n'ont pas fait l'objet d'un appel. Étant donné ces constatations de fait, si la question devait être renvoyée devant la Chambre préliminaire, elle n'aurait d'autre choix que d'autoriser l'enquête. Dans les circonstances et dans les intérêts de
ou par souci d'économie judiciaire, la Chambre d'appel considère approprié de modifier la décision contestée et autorise l'ouverture sur la base des constatations susmentionnées de la Chambre préliminaire. La Chambre d'appel note qu'en refusant d'autoriser l'enquête, la Chambre préliminaire s'est prononcée sur la portée de toute enquête potentielle qui, de l'avis de la Chambre d'appel, sont fondées sur une erreur de droit et une mauvaise compréhension de son rôle au titre de l'article 15, paragraphe 4 du statut. Il s'agit des questions suivantes. D'abord, la question de savoir si une autorisation est limitée aux incidents mentionnés dans la requête, ainsi que les incidents qui y sont étroitement liés. Et, deuxièmement, la question de savoir si certains actes commis à l'extérieur de l'Afghanistan constitueraient des crimes de guerre si les victimes de ces actes étaient capturées à l'extérieur de l'Afghanistan. La Chambre d'appel traitera ces questions l'une après l'autre. S'agissant de la première question, la Chambre d'appel note qu'à l'appui de sa requête, au fin d'être autorisée à ouvrir une enquête dans la situation en Afghanistan, la procureure a présenté des informations relatives à de nombreux incidents qui, à son avis, établissaient l'existence d'une base raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour avaient été commis. La procureure a précisé, toutefois, qu'elle n'a pas demandé l'autorisation d'enquêter uniquement sur ces crimes allégués, mais qu'elle devrait être en mesure de diligenter une enquête sur tout autre crime allégué qui tomberait sous le coup de la situation autorisée. La Chambre préliminaire, pour sa part, insiste sur le fait que si elle devait autoriser l'ouverture d'une enquête, la procureure n'était autorisée à enquêter que sur les incidents mentionnés dans la requête et autorisés par la Chambre, ainsi que sur les incidents compris dans le cadre géographique, temporel et contextuel autorisé ou les incidents qui y sont étroitement liés. Pour des raisons développées davantage dans le texte définitif de l'arrêt, la Chambre d'appel considère que le fait de restreindre la portée de l'enquête autorisée aux seules informations factuelles obtenues dans le cadre de l'examen préliminaire restreindrait à tort la fonction de recherche de la vérité du procureur. De telles restrictions ne seraient pas nécessaires pour réaliser l'objet de l'article 15, paragraphe 4 du statut, en ceci qui vise à limiter le fait que le procureur puisse enquêter de façon abusive ou répondant à des motivations politiques et qu'elle se contente d'enquêter dans les limites de la situation autorisée par la Chambre préliminaire. En conséquence, la Chambre d'appel considère que l'autorisation d'ouvrir une enquête ne devrait pas être limitée aux incidents spécifiquement mentionnés dans la requête de la procureure et aux incidents qui y sont étroitement liés, tels que décrits par la Chambre préliminaire. S'agissant de la situation en Afghanistan, la Chambre d'appel note que la procureure a présenté des informations relatives à la commission à grande échelle de multiples crimes contre l'humanité et de crimes de guerre par divers groupes armés et protagonistes impliqués dans le conflit qui a commencé avant l'entrée en vigueur du statut de Rome le 17 juillet 2002 et qui se poursuit à ce jour. Cette information a été acceptée par la Chambre préliminaire car établissant une base raisonnable de croire que les événements allégués se sont bel et bien produits et que ceux-ci pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour. Étant donné l'étendue de l'information présentée par la procureure et acceptée par la Chambre préliminaire, la Chambre d'appel considère que les exigences de l'article 15, paragraphe 4 du statut seraient satisfaites en accordant ou en autorisant le procureur à enquêter dans les termes précisés dans sa requête. S'agissant de la deuxième question, à savoir
la question de savoir si certains actes commis à l'extérieur de l'Afghanistan constitueraient des crimes de guerre si les victimes de ces actes avaient été capturées à l'extérieur de l'Afghanistan. La Chambre d'appel note que dans sa requête, la procureure a fourni des informations relatives à des crimes de guerre allégués constitutifs de violations graves de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève. Article 3 commun ayant trait à la torture, au traitement cruel, aux atteintes à la dignité des personnes, au viol et aux autres formes de violences sexuelles, crimes commis dans le cadre d'une politique par des membres de la CIA, ainsi que dans un certain nombre de centres de détention en Afghanistan, ainsi que dans des centres de détention qui se trouvent dans des territoires d'autres États parties. Au fin de sa requête, la procureure a uniquement fait référence aux crimes qui auraient été commis par la CIA sur le territoire d'États parties à l'encontre de personnes qui, à son avis, ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan. La Chambre d'appel note que le lien requis pour les crimes de guerre est reconnu dans les éléments des crimes. Il est à noter que la fonction du lien requis a pour but de distinguer les crimes de guerre, par exemple le fait de tuer ou de violer des prisonniers de guerre, des autres délits de droit commun en droit interne, comme le crime de droit commun de crime, de meurtre et de viol. Dans la décision contestée, la Chambre préliminaire a conclu que les incidents allégués que la procureure a attribués à la CIA ne relevaient pas de la compétence de la Cour, puisque ces actes auraient été commis à l'encontre de personnes capturées à l'extérieur de l'Afghanistan. La Chambre préliminaire a estimé que les actes en question n'établissaient pas un lien suffisamment étayé avec un conflit armé interne, donc suffisant pour déclencher l'application du droit humanitaire international. La Chambre préliminaire a fondé son avis sur la référence faite au chapeau de l'article 3 commun, en précisant que la lettre et l'esprit de l'article 3 commun aux conventions de Genève sont univoques pour ce qui est de limiter la portée territoriale aux frontières de l'État où les hostilités ont lieu. Fin de citation. S'il est vrai que le chapeau de l'article 3 commun fait référence au conflit armé ne présentant pas un caractère international ayant lieu sur le territoire d'une des hautes parties contractantes, il n'en demeure pas moins que cette expression n'a pas le sens ou l'acception que lui donne la Chambre préliminaire, à savoir limiter l'application de la disposition à l'État sur le territoire duquel le conflit armé a lieu. De l'avis de la Chambre d'appel, cette disposition décrit simplement les circonstances dans lesquelles s'applique l'article 3 commun, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un conflit armé ne présentant pas un caractère international dans l'un des États parties à la Convention de Genève. Ce point de vue est étayé par la position du Comité international de la Croix-Rouge, qui considère que cette expression n'a pas pour effet de restreindre l'application de l'article 3 commun au territoire de l'État où le conflit armé a lieu, son but étant de faire en sorte que la disposition ne serait contraignante que pour les États qui ont ratifié les conventions de Genève. Le CIRC indique que cette expression a perdu son importance dans la pratique, puisque tout conflit armé ne présentant pas un caractère international ne peut avoir lieu que sur le territoire de l'une des parties à la Convention, étant donné la ratification universelle des conventions de Genève. En effet, tous les États visés par les allégations en l'espèce, soit l'Afghanistan, la Pologne, la Roumanie et la Lituanie, ainsi que les États-Unis, sont partis aux 4 conventions de Genève. Le reste donc
de l'article 3 commun ne limite pas expressément l'application de cet article au territoire de l'État où se déroule le conflit. Au contraire, les dispositions minimales énoncées à l'alinéa 1 stipulent que les personnes visées par cette protection sont, et je cite, en toutes circonstances traitées avec humanité et que certains actes à l'égard de ces personnes demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu. Fin de citation. En conséquence, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre préliminaire, le texte de l'article 3 commun, lu dans son intégralité, n'indique pas que le lien requis avec le conflit armé en Afghanistan ne peut pas exister si le comportement criminel a eu lieu à l'extérieur de l'Afghanistan et que la victime a été capturée en Afghanistan. Surtout, une telle conclusion serait contraire à l'objet de l'article 3 commun, qui est de fournir des garanties minimales dans le contexte des conflits armés. En bref, la Chambre d'appel considère que la conclusion à laquelle est parvenue la Chambre préliminaire s'agissant du lien requis était erronée. Rien ne justifie de limiter l'enquête de la procureure de la manière envisagée par la Chambre préliminaire. Cela ne signifie pas pour autant que la Chambre d'appel a conclu que tous les incidents énumérés à l'annexe 2C de la requête de la procureure comporteraient nécessairement le lien requis pour constituer des crimes de guerre. Si les circonstances pertinentes sont établies dans le cadre d'une enquête dans la situation dans son ensemble, la procureure sera alors en mesure d'évaluer le droit applicable, l'importance du fait que la capture est censé avoir eu lieu à l'extérieur de l'Afghanistan et il conviendra alors de déterminer si l'une ou l'autre affaire qui en découlerait relèverait de la compétence de la Cour. En conclusion, la Chambre d'appel estime qu'il sied de modifier la décision contestée et autorise la procureure à commencer une enquête sur les crimes qui auraient été commis sur le territoire de l'Afghanistan pendant la période depuis le 1er mai 2003, ainsi que sur les autres crimes allégués qui ont un lien avec le conflit armé en Afghanistan et qui sont suffisamment liés à la situation et qui, enfin, ont été commis sur le territoire des autres États parties depuis le 1er juillet 2002. La juge Ibanez Carranza joint une opinion individuelle à cet arrêt qui explique son raisonnement ou le raisonnement sous-tendant son interprétation des articles 15 et 53, paragraphe 1c du statut. J'en arrive à la fin de ce résumé. Il ne me reste plus qu'à remercier les collaborateurs de la Chambre d'appel, les interprètes, les sténotypistes, ainsi que le personnel du greffe, les parties, les participants. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.